Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Alcia, a animé cet après-midi à son siège un point de presse. Il s'est agi pour cette institution de porter à la connaissance de l'opinion publique les résultats obtenus dans le cadre des actions de mobilisation des ressources internes. Le résumé de ce point de presse avec Adam Ousmana et Sadou Dumi. Lutter contre la corruption et les infractions assimilées tout en mobilisant les recettes internes de l'État, telles sont entre autres missions qui s'est assignée la Halcia. À cet effet, les opérations de la haute autorité de lutte contre la corruption, menées conjointement en 56 mois avec différents services compétents du ministère des Finances, ont fait l'objet de la présente sortie médiatique du premier responsable de la Halcia pour présenter les résultats obtenus à cette date. Au niveau des recettes fiscales et pour l'heure, les opérations ont concerné 16 recettes fiscales de l'intérieur du pays pour les exercices budgétaires 2019 et 2020. Les vérifications ont porté sur la comptabilité et la gestion des stocks de valeurs, les encaissements des recettes, les reversements des montants recouvrés, les droits d'enregistrement des marchés publics et les restes à recouvrer. En ce qui concerne les droits éludés, les montants mis en évidence s'élèvent à 517 228 280 francs CFA, sur lesquels un recouvrement de 31 315 212 francs CFA a été opéré. D'ores et déjà, les opérations concernant les 13 services de recettes de la ville de Niamey sont en cours. Au titre des recettes non fiscales, la première phase de l'opération réalisée avec l'appui technique des inspecteurs du Trésor a concerné 8 départements ministériels et leurs structures sous tutelle. Sur ce point, la période 2018 à 2020 est celle concernée par les investigations. Le montant recouvré s'élève à 1 988 256 398 francs CFA. Ici également, les opérations de prise en charge des irrégularités relevées se poursuivent, ainsi que les investigations sur les autres démembrements. Déjà, les opérations concernant 8 autres départements ministériels et leurs structures sous tutelle sont en cours. Au total, sur cette première phase de contrôle, plus de 2 milliards de francs CFA ont été recouvrés. En ce qui concerne les recettes douanières, les opérations de contrôle sont en cours dans les différentes régions du pays et concernent principalement les marchandises manifestées sur le Niger depuis les ports de débarquement mais non parvenues, les déclarations simplifiées non régularisées et les liquidations non payées. Au président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées de rassurer l'opinion publique de la poursuite sans faille de ces opérations. Je tiens à réitérer notre engagement et notre détermination à poursuivre les actions tendant à renforcer les capacités des services de recouvrement, à mobiliser de façon optimale les ressources financières nécessaires à l'exécution du programme de l'État. Mesdames et messieurs les journalistes, pour finir, et en respect à notre obligation de redevabilité sociale, la Halcia continuera à informer l'opinion à travers vous des différentes étapes des actions entreprises dans le cadre de cette opération de mobilisation des ressources de l'État. Force est de constater que la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées entend mener la mission à elle confiée en toute transparence. Cérémonie officielle de clôture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021. C'était sous la présidence du président Hussein Tini. Le compte-rendu de Hamza Sakou et Chebou Guissou. C'est par l'hymne national qu'a débuté la cérémonie de la clôture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021 et la dernière de cette législature. Une session qui intervient aussi à la fin du deuxième mandat constitutionnel du président de la République, Issoufou Mahamadou. Cette législature a atteint tous les objectifs que s'était assigné à son installation. Ainsi, elle a considérablement renforcé l'arsenal législatif nigérien. Elle a créé les conditions ayant permis de rapprocher davantage l'Assemblée nationale
des citoyens de base à travers l'organisation régulière des missions de terrain et elle a amélioré l'efficacité du contrôle parlementaire. Elle aura également démontré de la plus belle des manières que l'on peut être d'opinions politiques différentes et travailler en harmonie avec courtoisie et responsabilité, chaque fois que l'intérêt supérieur du pays le recommande. Pour ma part, je souhaite de tout cœur que le climat de respect mutuel qui a prévalu dans l'hémicycle pendant ces 5 années puisse devenir la culture de référence, le signe de la reconnaissance de l'Assemblée nationale du Niger. Après tout, l'on peut être d'avis opposé et conduire les débats avec sérénité et civilité, surtout lorsque les objectifs poursuivis par chacun sont réputés s'inscrire dans la recherche du bien commun pour le pays et ses concitoyens. À cet égard, il revient à l'équipe de direction de l'institution de savoir et d'accepter que le pouvoir législatif est un pouvoir collectif. Ni le député pris isolement, ni aucun démembrement du Parlement ne saurait en avoir la plénitude. Seule la plénière, après que les opinions se soient croisées, peut décider en dernier ressort au nom de la nation tout entière. Occasion pour la majorité parlementaire de dresser le bilan des 10 années d'exécution du programme de la Renaissance. Nous avons réussi à nous entendre. Et vous savez que cette législature est composée de 175 députés, comparativement aux années passées. Mais vous avez suivi les débats, en tout cas, entre nous, les députés de la majorité comme de l'opposition. En tout cas, il n'y a jamais eu quelque chose d'extraordinaire qui nous a unis. Nous sommes toujours comportés en frères et sœurs. Le débat contradictoire a été bien mené dans l'hémicycle pendant les 5 années. Et si vous nous voyez toujours dehors, on est toujours des frères. En tout cas, vraiment, je peux dire bravo. Entre nous, il n'y a pas eu d'animosité. Entre nous, il y a eu la fraternité qui a marché. Et surtout que nous avons eu la chance d'avoir un président vraiment qui est un visionnaire. Le président de l'Assemblée a bien conduit l'Assemblée nationale durant ces 50 dernières années. De son côté, l'opposition parlementaire interpelle la Cour constitutionnelle pour dire le droit auprès de qui les regards des Nigériens sont tournés. L'essentiel aujourd'hui serait que ces élections-là que nous venons de réaliser se terminent bien. Et quand je dis que ça termine bien, je vais dire que la Cour constitutionnelle, puisque c'est maintenant le dernier maillon de la chaîne, va véritablement dire la vérité et dire le droit, surtout parce que de mauvaises élections découlent le plus souvent l'instabilité, comme le président Maman Ousmane a eu à le dire. Et le président de l'Assemblée nationale disait que nous avons les élections derrière nous. Je ne dirai pas cela parce que jusqu'à aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'a pas encore proclamé les résultats définitifs. Nous attendons la proclamation des résultats définitifs pour nous assurer véritablement que les élections sont derrière nous. Très ému du climat qui a prévalu à l'hémicycle, Ousseini Tini remercie l'ensemble des députés pour la collaboration et la participation active aux travaux et également souhaiter le meilleur pour le Niger et son peuple. Le mouvement Tous pour la République a été face à la presse cet après-midi. TPLR était sorti apprécier l'évolution de la situation sociopolitique née de la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. La suspension de la connexion Internet, des manifestations de Niamey sont entre autres points évoqués par ce mouvement présidé par Maître Souleymane Seydou. Nous y reviendrons sur cet élément au cours de ce journal. Le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a décroché le prix Mo Ibrahim du leadership africain. Pour certains Nigériens, Issoufou Mahamadou ne remplit pas le critère pour avoir ce prix. On écoute l'acteur de la société civile, El Haj Idi Abdou. On ne parle pas de la gouvernance, mais parlons des critères même de la fondation Mor Ibrahim pour attribuer ce prix. Le premier critère,
c'est être un ancien chef d'État ou chef de gouvernement. Lui, il n'est pas un ancien. Son mandat finit en avril. Donc, le premier critère, il ne le remplit pas. Deuxièmement, il faut effectivement finir son mandat constitutionnel. Il n'a pas fini son mandat constitutionnel. Il ne l'a pas fini. Troisièmement, il faut avoir quitté la fonction 3 ans. Il n'a toujours pas quitté. Donc, vous voyez déjà les 3 critères. Il ne les remplit pas. Pour comment on lui a donné ce prix? Normalement, pour remplir les critères, pour remplir ces critères-là, il faut après. Si vous regardez tous ceux qui ont eu le prix, il n'était plus chef d'État. Lui, il est chef d'État en exercice quand il a eu le prix. Donc, il viole pratiquement tous les critères là. Et les 2 autres critères, c'est être élu démocratiquement et c'est avoir fait montre d'un leadership d'exception. Bon, les 2 là, on lui accorde le bénéfice de doute. On lui accorde le bénéfice de doute parce que vous savez aussi, c'est ce régime, c'est sous sa gouvernance qu'on a connu des problèmes électoraux depuis Barré. Ça a commencé en 2016, nous nous installons en 2021, parce que maintenant, actuellement, mais c'est ça même qui est l'absurdité. Je ne sais pas ces gens qui lui ont attribué le prix, où sont-ils? Ils sont dans le sous-sol enfoués au fond, où ils ne connaissent même pas la réalité de l'Afrique. Mais ils ne savent pas que dans ce pays-là, il y a des élections qui ont été organisées et qui font l'objet de contestation. Ils ne le savent pas. Voilà les critères même de la fondation. Il y a au moins 3 qui ne sont pas respectés, sauf si, vous savez, en Afrique, tout est élastique. Je crois qu'ils ont inscrit ces critères-là dans l'élasticité. Et puis, il y a des critères non écrits. Sinon, les critères écrits, ces critères que je viens de citer, vous allez les trouver sur le site de la Fondation. Maintenant, sur quelle base il lui a accordé? Il est toujours chef d'État. Tous les autres qui ont eu le prix, ils ont quitté au moins 3 ans après. Lui, il n'a pas quitté. Il est toujours là. C'est en avril, il est fini. Mais pourquoi la précipitation? Pourquoi on n'attend pas qu'il soit dans la même posture que les autres? Parce que, 1, il n'a pas fini son mandat constitutionnel. 2, il n'a pas les 3 ans. Troisièmement, il est toujours chef d'État du Niger, le président de la République du Niger. C'est les critères de la Fondation. Donc ces 3 critères au moins ne sont pas respectés. On ne parle même pas de la réalité du Niger. Parce que sous son règne, on vit un cauchemar. C'est un cauchemar qu'on vit en termes de gouvernance. Vous vous souvenez de cette affaire du ministère de la Défense? Sur un tout autre plan, 2 ans après la fermeture de la grande porte et des autres portes du grand marché qui font face à la voie express pour des raisons de travaux, les sont réouvertes à ce jour 10 mars sous la grande satisfaction des commerçants et des clients. Reportage à Ibrahim Ousmane et Sadoudoumi. Resté fermé pendant plus de 2 ans suite à l'avènement de la voie express rentrant dans le cadre du programme Yamé-Niala, les grandes portes du grand marché s'ouvrent ce jour et à la grande satisfaction des usagers. Commerçants comme clients n'ont pas hésité de faire part de la joie qui les anime. Nous sommes animés de beaucoup de joie et de plaisir parce qu'on a appris que hier nuit, que ce matin-là, les portes seront ouvertes. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le gouverneur de la ville de Niamey. Parce que moi j'ai eu à assister à une réunion hier soir, donc il nous a promis quand même qu'il y aura des avancées vis-à-vis de ça. On a beaucoup crié, ça fait presque 2 ans et demi, et aujourd'hui on ne peut que remercier le bon Dieu pour ce qui vient de se passer. Et je profite de l'occasion au nom de tous les commerçants. On remercie d'abord bon Dieu, on remercie le gouvernement en tête le chef de l'État. On remercie le gouverneur de la ville de Niamey aussi. Bon, pour les ouvertures de portes,
On est très content d'avoir ouvert les portes, puisque ça fait énormément longtemps que nous attendons ces ouvertures de portes-là. Puisque pour faire le grand tour, arriver et rentrer ici, c'est pas facile quoi. Tu vois, maintenant on a ouvert les portes, maintenant alhamdulillah, on peut rentrer de n'importe quel côté où tu veux. Il y a certains qui vendent des choses partout, mais comme les portes ne sont pas ouvertes, on ne peut pas venir rentrer directement. Donc maintenant, on peut accéder directement à ces portes. Le même constat qui se dégage du côté de la société chargée de l'organisation et de la gestion du grand marché Socogem, dont le directeur technique n'a pas manqué au passage de remercier les autorités de la ville de Niamey. Certainement, à propos de l'ouverture des portes du côté de la route express, c'est la communauté urbaine de Niamey qui a donné donc l'autorisation d'ouvrir ces portes. Pour la Socogem, c'est un grand ouf de soulagement, et même pour les commerçants. Nous sommes très ravis, parce que vraiment, tout ce que les commerçants disaient, maintenant, vraiment, ils sont vraiment tranquilles. Et nous aussi, en tant que gérants, vraiment, nous sommes contents de la situation. Rappelons que c'est suite à la construction de la voie express que ces portes ont été fermées pour permettre une meilleure mobilité autour de ces grands centres commerciaux. Le mouvement Tous pour la République a été face à la presse cet après-midi. TPLR est sorti pour apprécier l'évolution de la situation socio-politique née de la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de la présidentielle. La suspension de la connexion, les manifestations de Niamey sont entre autres points évoqués par ce mouvement présidé par Maître Suleiman Seydou. On l'écoute. Sur la situation humanitaire et sécuritaire, le mouvement déplore la persistance des attaques terroristes, notamment dans les régions de Tillabéri, de Difa, Tawa, ainsi que les actes de banditisme au centre à Maradi. Ces assauts répétés contre les positions militaires nationales et les paisibles citoyens témoignent, si besoin est, de l'indolence des mesures gouvernementales pour contenir l'insécurité. De ce fait, le mouvement appelle le gouvernement à privilégier la question sécuritaire pour que le Niger reste un pays paisible, gage de tout développement. Le mouvement présente à cet effet ses condoléances aux familles endeuillées par les ignobles attaques et apporte son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité et à toutes les communautés en proie à cette injuste épreuve. Sur la réduction de l'espace civique et des atteintes aux libertés publiques, le mouvement constate avec regret que les autorités poursuivent les assauts contre les acquis démocratiques en édictant des mesures notoirement liberticides. Premièrement, les interdictions fallacieuses des manifestations citoyennes dont le mouvement a lui-même été victime avec l'arrêté numéro 009 du 18 février 2021, pris de façon honteuse et illégale par la délégation spéciale de la ville de Niamey, interdisant la conférence publique que projetait d'organiser le mouvement à la place Al-Noteb le samedi 20 février dernier. Cette activité, tenue finalement à l'université Abdou Moumouni de Niamey, avait pourtant pour objectif de sensibiliser les citoyens sur leurs responsabilités pendant la période électorale afin de prévenir justement certaines dérives regrettables constatables actuellement au Niger. Deuxièmement, la suspension de la connexion Internet mobile pendant plus de 10 jours par les autorités ainsi que les compagnies en violation flagrante et délibérée des lois de la République et des droits fondamentaux des consommateurs. Une telle attitude rétrograde jure d'avec l'état de droit, la liberté d'information et de communication des Nigériens. Troisièmement, l'interpellation abusive et injuste des voix dissidentes à violation du principe du contradictoire, principe essentiel dans une république qui se veut pourtant démocratique. C'est pourquoi le mouvement Tous pour la République appelle le gouvernement au respect des libertés individuelles et collectives qui sont consacrées par la Constitution de la République du Niger et qui s'imposent à tous les pouvoirs publics. Sur la crise électorale et les violences post-électorales,
Le mouvement condamne les actes de violence qui ont émaillé le déroulement des élections, avec notamment les braquages d'urnes, les menaces avec armes, les discours violents et attentatoires à la cohésion sociale, les arrestations et interpellations sélectives des présumés acteurs de ces violences. Le mouvement fustige les violences commises à Niamey et dans certaines localités du pays suite à l'annonce des résultats provisoires du second tour des élections présidentielles et apporte son soutien aux familles endeuillées ainsi qu'aux compatriotes victimes des actes de vandalisme. Toutefois, le mouvement invite à un traitement introspectif et rigoureux des causes profondes qui sous-tendent ce genre de dissidence. En lieu et place du discours de déni et d'intimidation, le gouvernement devra plutôt situer sa propre responsabilité dans la survenance de ces violences. Enfin, le mouvement Tous pour la République invite par la même occasion les citoyens à rejoindre ses rangs pour la construction d'une nouvelle orientation politique distincte et crédible en phase avec les aspirations réelles du peuple nigérien. Le studio Kalangu nous amène à la rencontre de Madame Rahina Kadaouré, entrepreneur. Il y a peu, elle s'est aussi lancée dans le militantisme politique. Elle nous fait part de ses aspirations et de ses attentes en tant que femme dans ses différentes activités. On l'écoute. J'ai donné l'utile de créer ma propre entreprise de communication. Dès lors, j'ai évolué dans le domaine et j'ai aussi réussi à développer d'autres activités parallèles telles que la couture et aussi le commerce général. Avant d'être responsable, de prendre un poste de responsabilité dans une formation politique qui est la SDR Sabois. À chaque fois, les femmes sont toujours présentes dans les activités politiques, mais ils ne sont jamais bien représentés. Et ce petit manque à gagner nous a poussé à aller davantage vers ce domaine-là et pouvoir apporter d'autres changements tels que l'implantation véritable de la femme dans la politique. Et l'objectif pour moi, c'est de réussir à se faire une place au soleil. Je vais dire, il se poursuit du jour au lendemain. On ne commence pas à entreprendre pour s'arrêter un jour, dire qu'on a atteint nos objectifs et c'est bon, ça suffit. Non, il faut toujours continuer à évoluer, à développer des nouvelles idées, de telle sorte à être un exemple, un modèle pour d'autres femmes. Et souvent, quand tu exécutes un marché, pour te faire payer aussi, c'est un gros problème. Il faut faire des tralala, des va-et-vient. Tu t'endettes au niveau des commerçants. Souvent, tu es là, tu t'endettes au niveau des parents. Si tu n'as rien, tu es obligé de laisser tomber le marché. Et finalement, c'est le découragement, la dépression peut-être qui prend très souvent l'entrepreneur. Et ça le pousse à abandonner. Je suis compréhensive et pas trop indulgente. Je pense que c'est à quelqu'un d'autre de les dire. Moi, je ne peux pas dire mes valeurs puisque je ne sais pas quelle est la perception des gens par rapport à moi. J'aime passer du temps en famille. Et j'aime la lecture et aussi le travail. Être soi-même, vivre heureux. C'est une citation qui ne vient pas de Platon, Hegel, Nietzsche, encore moins Socrate. C'est ma propre citation. Je pense qu'il faut rester soi-même pour vivre heureux.
Un mot de sport dans ce journal. Le week-end prochain, l'actualité footballistique sera focalisée par l'élection du comité exécutif de la CAF. Un de nos compatriotes, en l'occurrence le colonel-major Pelé, président de la FENIFOOT et candidat au poste de membre du comité exécutif de la CAF. Sur place à Rabat, les discussions sont en marche et les Nigériens vivant au Maroc se mobilisent. Notre envoyé spécial Ibrahim Tikiri. Rabat accueillera ce 12 mars 2021 l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football CAF. Outre le choix du futur président de la CAF, les délégués éliront les membres du comité exécutif de la CAF. Pour la zone UFOA-B, le président de la FENIFOOT sera candidat au poste de membre du comité exécutif de la CAF. Sur place à Rabat, les états-majors des candidats aux différents postes sont en état d'alerte. Le directeur général des sports représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports à la tête d'une délégation séjourne à Rabat depuis quelques jours. Et ce compatriote n'est plus à ses qualités ne sont plus donc à démontrer sur le plan national au Niger et sur le plan international. Car l'homme a fait ses preuves. Et vous savez en tant que journaliste que monsieur le colonel-major Djikla Guima est un homme donc de qualité, de droit et de rigueur. C'est un homme qui sait ce qu'il veut et il va jusqu'au but de ses objectifs. Et tout ce qu'il a en cœur, donc c'est intimement de faire épanouir le football. Sa passion c'est le football et nous pensons qu'il a en tout cas des réelles chances donc, de faire partie des membres du comité exécutif de la CAF. Même les Nigériens vivant au Maroc se mobilisent pour le choix du colonel-major Pelé. C'est un sentiment de fierté qui m'anime de voir qu'un compatriote se présente aux élections de ce bureau du comité exécutif de la CAF, puisque dans l'histoire du Niger, ça ne s'est jamais passé. Et c'est vraiment une fierté aujourd'hui qu'on dise que c'est un Nigérien qui se présente dans ce comité. C'est d'abord ce sentiment qui m'anime. Et la deuxième chose, c'est que je connais, comme vous l'avez dit, je suis de près ou de loin l'actualité footballistique. Je connais l'homme, M. Pelé. Il a des qualités exceptionnelles et je sais très bien que s'il est élu dans ce comité, il sera à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée. Je reconnais qu'il s'est fait sa place. Il s'est fait sa place parce qu'il est good, il s'est fait sa place parce qu'il est ouvert, il discute, il pose les problèmes et c'est l'homme de la situation, il a cette intelligence de la situation. Il peut, à tout moment, tu appelles Pelé, il va discuter avec toi et je pense qu'il s'est comporté de la même manière avec tous les autres présidents de fédération de notre zone. Donc, en ce sens, moi je n'ai aucun doute. Il a ses entrées, il a ses amis, il est apprécié. Fort de son expérience dans le milieu du football international, le président de la FENIFOOT a toutes les chances d'être élu au comité exécutif de la CAF ce 12 mars 2021 à l'hôtel Sofitel. Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique, elle porte cette semaine sur la présomption d'innocence, un thème développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. La question de la présomption d'innocence, elle est consacrée par notre loi fondamentale, la Constitution. Lorsque vous lisez les dispositions de la Constitution, vous allez voir, il est clairement énoncé que toute personne qui est accusée d'un acte délictueux est présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue par une juridiction impartiale. Alors, la présomption d'innocence, telle qu'on la conçoit, est un prolongement en réalité de la question de la charge de la preuve. Donc, lorsque une personne est poursuivie en justice ou lorsque, en matière de procédure pénale, on vous accuse d'avoir commis une infraction, que ce soit un délit, un crime ou une contrevention, d'un point de vue de la loi, on considère que vous êtes innocent jusqu'à ce que la personne qui vous poursuit arrive à apporter les éléments de preuve
pour asseoir votre culpabilité. Et c'est lorsque la juridiction qui est saisie de l'affaire décide de vous reconnaître coupable de l'infraction qu'on pourra en tout cas vous considérer comme étant véritablement l'auteur des faits qui vous sont reprochés. C'est pour cette raison que lorsque vous prenez une procédure d'instruction, le juge d'instruction est obligé d'instruire à charge et à décharge, justement parce qu'on présume que vous êtes innocent. Si il y a la présomption d'innocence, le juge d'instruction doit chercher les éléments qui tendent soit à vous déclarer coupable ou les éléments qui peuvent également vous innocenter. Il ne peut pas instruire uniquement à charge, puisque en réalité, la question de la présomption d'innocence considère que vous êtes innocent. Et donc, il doit instruire à charge et à décharge. Et c'est pour cette raison, souvent dans les procédures d'instruction, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Lorsqu'il instruit et qu'il estime qu'il n'y a pas d'éléments suffisants, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. Donc la présomption d'innocence est un principe fondamental en droit, en vertu duquel tout citoyen qui est accusé d'un acte délictueux est considéré d'un point de vue de la loi comme étant innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie devant les juridictions compétentes. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.